Le délaminage. Hmm. Ce mot peut faire un peu peur, mais en fait, il décrit un problème que tout le monde connaît. Des couches de matériaux qui se séparent. Que ce soit sur un meuble bon marché ou une fusée, c'est cette défaillance cachée qui donne des sueurs froides au monde de la fabrication. On connaît tous cette image, le coin d'un panneau de contreplaqué qui commence à gondoler, à se décoller, juste parce qu'il a pris un peu la pluie. Franchement, ça a l'air de rien, c'est presque banal. Sauf que ce même phénomène, quand il se produit sur les matériaux composites d'un avion ou sur la pale d'une éolienne, eh bien là, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes. On parle de conséquences qui peuvent être catastrophiques. C'est carrément la fiabilité de toute la structure qui est en jeu. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on passe d'un simple bout de bois qui gondole à une défaillance aussi critique? Et surtout, comment les technologies de pointe, la fameuse next-gen manufacturing, peuvent nous aider non seulement à l'empêcher, mais à le prédire. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, mettons les choses au clair. Le délaminage, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est juste quand la colle, l'adhésif qui tient les différentes couches d'un matériau ensemble, eh bien, quand elle lâche. Et hop, les couches se séparent. C'est tout. Ça paraît simple, non? Sauf que les raisons pour lesquelles ça arrive, ça, c'est une autre histoire. Plongeons un peu dans la science derrière tout ça. Parce que pour éviter un problème, la première étape, c'est toujours de comprendre d'où il vient. Et dans notre cas, on a identifié, disons, 3 grands coupables. Et le coupable numéro 1, sans aucune hésitation, c'est l'humidité, l'eau. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1, surtout pour les matériaux à base de bois, comme le contreplaqué. C'est de loin le facteur de dégradation le plus puissant et franchement le plus courant. Alors comment ça marche? C'est un processus assez insidieux en fait. D'abord, l'eau trouve une faille, un bord qui n'est pas bien protégé, et elle s'infiltre. Ensuite, les fibres de bois, elles adorent l'eau, donc elles se gorgent et elles gonflent. Ce gonflement met une pression énorme sur la ligne de colle. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Avec les changements de météo, le bois gonfle, puis rétrécit, puis gonfle à nouveau. Ces cycles, c'est comme un petit levier microscopique qui travaille, qui fatigue la colle encore et encore, jusqu'à ce qu'elle finisse par casser net. Et là, c'est la séparation. Ok, deuxième coupable, la colle elle-même. Parfois, faut pas chercher plus loin, le problème c'est l'adhésif. Une colle de mauvaise qualité, une quantité mal dosée, une application qui n'est pas uniforme, ou alors un séchage, un durcissement qui a été mal fait. Tous ces facteurs créent une liaison qui est déjà faible dès le premier jour. Et enfin, notre troisième coupable, les défauts de fabrication. Là, on remonte directement à la source, à l'usine. Des plaquages de bois qui sont de mauvaise qualité, une presse qui n'est pas à la bonne température ou qui n'applique pas la bonne pression. Bref, toutes ces petites erreurs créent des points faibles dans le matériau, des sortes de bombes à retardement qui n'attendent qu'une petite contrainte pour ces... Bon, on récapitule. On a nos 3 coupables. L'humidité qui s'infiltre, une colle qui n'est pas à la hauteur et des erreurs en usine. Ok. Maintenant qu'on a posé le diagnostic, passons au remède. Concrètement, comment on fait pour lutter contre ça, que ce soit à l'usine ou sur le terrain? Eh bien, tout commence à l'usine, avec un contrôle qualité qui doit être ultra rigoureux. Le point le plus crucial, c'est de s'assurer que les plaquages de bois sont séchés pile comme il faut, avec un taux d'humidité optimal. C'est la base. Ensuite, bien sûr, il faut appliquer le bon adhésif, en quantité parfaite et de manière bien uniforme. Et enfin, le passage sous presse. Là, la température et la pression doivent être réglées au millimètre près. C'est vraiment la recette pour créer une liaison qui va tenir la route. Mais attention, le travail n'est pas fini une fois que le produit sort de l'usine. Non, loin de là. Sur le chantier, la protection est tout aussi critique. Et s'il y a une chose à retenir, c'est de bien sceller, bien protéger tous les bords qui ont été coupés. C'est la porte d'entrée principale pour l'humidité et c'est une étape qu'on oublie beaucoup trop souvent. Après, bien sûr, il y a les bonnes pratiques de base, stocker le matériel bien à plat et au sec et bien ventiler les pièces humides. Ok, tout ce qu'on vient de voir, c'est de la prévention physique. C'est essentiel, mais pour les matériaux composites de pointe, ceux qui sont au cœur de la fabrication de nouvelle génération, ça ne suffit plus. Il faut passer à l'étape supérieure. Le défi, ce n'est plus seulement de prévenir la défaillance, c'est de la prédire. Pensez une seconde aux contraintes extrêmes que subit la pale d'une éolienne géante ou une pièce structurelle d'un avion. Dans ces domaines, savoir exactement quand et exactement où une fissure de délaminage pourrait commencer à se former, ce n'est pas un luxe. C'est absolument fondamental, à la fois pour la sécurité et pour pouvoir continuer à innover. Alors pour faire ça, pour prédire numériquement, les ingénieurs ont un outil dans leur boîte, ça s'appelle le modèle de zone cohésive, ou MZC. C'est un peu la méthode de référence, le standard de l'industrie pour simuler ce genre de problème. Le truc, c'est que cette méthode, elle a une faiblesse, une énorme faiblesse.
Et ce problème, il est parfaitement résumé dans cette citation issue d'une recherche de l'Université de Delft. En gros, pour que la simulation fonctionne, le modèle standard a besoin d'un maillage numérique. Imaginez une sorte de grille de calcul qui doit être d'une finesse absolument incroyable. Et la conséquence de ça, elle est simple, ça demande une puissance de calcul monstrueuse et les simulations prennent une éternité. C'est précisément là qu'intervient une avancée qui pourrait bien tout changer. Des chercheurs ont mis au point une toute nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses qui vient complètement rebattre les cartes de la simulation. Concrètement, ils ont développé ce qu'ils appellent un élément cohésif structural. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour ou d'une légère amélioration, non, non. C'est une refonte complète de la méthode de calcul. C'est une approche fondamentalement différente. Et c'est là que ça devient super intéressant. Regardez cette comparaison, c'est frappant. Avec la méthode standard, il fallait un maillage très, très fin. Avec la nouvelle, on peut se permettre un maillage beaucoup plus grossier. On parle d'éléments qui peuvent être 10 fois plus grands. Et la conséquence directe, c'est le temps de calcul qui s'effondre littéralement. C'est simple, la limite technique, le mur contre lequel tout le monde se cognait, vient d'être pulvérisé. Plus de 90%, je répète, plus de 90% de réduction du temps de calcul. C'est juste énorme. C'est une accélération tellement massive que ça rend possible des simulations complexes qui étaient tout simplement inenvisageables avant. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut enfin modéliser des structures 3D entières et complexes de manière à la fois rapide et fiable. Ça ouvre la porte à des conceptions beaucoup plus audacieuses et surtout beaucoup plus sûres. Pour résumer, les avantages sont juste énormes. Premièrement, on oublie la fameuse limite du maillage. Deuxièmement, ça fonctionne parfaitement en 3D complexe. Troisièmement, et ça c'est très fort, on n'a plus besoin de deviner où la fissure va apparaître. Pour lancer la simulation, le modèle la trouve tout seul. Et en prime, le tout est beaucoup plus stable numériquement. C'est un véritable bond en avant. Et voilà comment la boucle est bouclée. On est parti d'un problème aussi simple que du contreplaqué qui gondole pour arriver à une puissance de prédiction numérique qui est juste incroyable. Et il faut bien comprendre que cette capacité à anticiper les défaillances, ce n'est pas qu'un détail technique pour ingénieurs. C'est un puissant accélérateur pour toute la fabrication de nouvelles générations. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Maintenant qu'on dispose d'outils de simulation aussi efficaces, aussi puissants, quelles sont les prochaines barrières qu'on va faire tomber dans la conception des matériaux? Quels seront les produits de demain qui nous sembleront, tout simplement incassables?